Bonjour à toutes et à tous. Peut-être deux mots sur Nature Paris, qui est une agence régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France. On fait deux choses. Depuis une dizaine d'années, on compile des indicateurs sur l'état de santé de la nature. Et aujourd'hui, je suis capable de vous dire qu'on a, par exemple, en milieu urbain, en Île-de-France, perdu à peu près 20% des populations d'oiseaux et 20% des populations d'insectes, de papillons, donc dû nécessairement à l'urbanisation. Par contre, et ça a été dit tout à l'heure, notamment en rapport avec les politiques des produits phytosanitaires, on a une explosion de plus 90% des espèces de flore spontanée dans les milieux urbains. Donc, ce qui est directement lié avec nos pratiques et nos indicateurs et l'arrêt de l'usage des pesticides. La deuxième chose à Nature Paris, c'est d'essayer de mieux intégrer les questions de nature et de biodiversité dans les politiques d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'aménagement et de construction. Et le rôle de l'écologue dans tout ça, finalement, il est double. Le rôle de l'écologue, il est double. C'est à la fois de montrer que la nature, elle n'a pas seulement un rôle décoratif, un rôle esthétique, et qu'elle est utile pour plusieurs choses. Et en ville, ça peut passer par plusieurs facteurs. Donc, par exemple, gérer l'eau de pluie. C'est des choses qui ont été montrées. On peut effectivement se servir de la nature pour mieux gérer, servir des infrastructures vertes pour mieux gérer les eaux de pluie, ou pour réduire l'îlot de chaleur urbain, des questions de température. Ici, vous avez des images. Ça se passe à Chicago, à midi, en plein été. Vous avez cette toiture végétalisée à droite. Et vous avez, je ne sais pas si vous lisez ici, mais une baisse de température qui passe de 66 à 23 degrés et qui illustre effectivement la capacité qu'a la nature à nous apporter des services. Et un deuxième message, celui qu'essaie de faire passer l'écologue, c'est de montrer qu'on doit travailler en transversalité entre toutes les disciplines. Et si nous, notre point d'entrée, notre focale, c'est les questions de vivant et de la biodiversité, on voit bien que dans ce type d'aménagement, ça nous fait travailler entre services ou entre organismes qui, vous, majoritairement, travaillez sur l'eau, mais aussi on a besoin des pédologues et des agronomes qui travaillent sur la question des sols, on a besoin des urbanistes et des aménageurs. Et ce concept on parle de plus en plus de solutions fondées sur la nature, effectivement réunit nos compétences et nos disciplines pour les différents types d'aménagement en ville. Une autre façon de dire la même chose, et c'est le message qu'on a essayé de faire passer à la COP21, c'est de montrer que la nature est une source de résilience et d'adaptation dans le cadre du changement climatique. Effectivement, aujourd'hui, les politiques qui sont mises en œuvre, elles sont plutôt univoques en termes de réduction des consommations énergétiques, de réduction des émissions de CO2, voire d'adaptation par des infrastructures grises, de construire des digues, des canaux, etc., mais ne mettent pas forcément en avant la nature. Et pour nous, c'est important en termes politiques et en termes de stratégie des collectivités ou des entreprises. Donc voilà toutes ces fonctions apportées par la nature, chaleur, inondation, je l'ai dit, et puis pour nous, remettre de la nature en ville pour elle-même aussi. Et ça, c'est la question, par exemple, des trames vertes et bleues, effectivement, faire en sorte que le tissu urbain soit de plus en plus perméable à la nature est essentiel pour elle-même. Vous savez qu'il y a une dette climatique aujourd'hui. Par exemple, les oiseaux remontent beaucoup moins vite que le niveau des températures. Et donc, on a aujourd'hui une forme de dette climatique et on a besoin que ces espèces-là arrivent à percoler au sein du tissu urbain. Donc, des rôles fondamentaux. Et puis aussi, quand on parle de nature en ville, évidemment, les premiers réflexes, quand on n'est pas habitué à la question, ce sont plutôt de la voir en termes de nuisance. Et ça cristallise encore quelques peurs et quelques appréhensions qu'on essaie de lever, soit par des solutions techniques, soit par la pédagogie, la communication et l'engagement des collectivités. Alors ici, en fait, j'ai compilé un ensemble de remarques que j'ai quand on discute de nature en ville. Alors ça peut aller de « je ne veux pas d'insectes et d'araignées dans ma maison ». Effectivement, là, on est plutôt dans le domaine du culturel, où on ne peut pas tous aimer la nature, mais ça peut aussi on peut aussi faire passer la chose avec plus de pédagogie. La nature apporte tout un tas d'espèces nuisibles, des rats, des pigeons, des moustiques. Effectivement, ça peut être le cas. Et la question des moustiques, elle est prégnante quand on parle d'eau dans la ville et de nouveaux écosystèmes aquatiques urbains. Là aussi, il peut y avoir un certain nombre de solutions à mettre en œuvre. Les solutions ne sont pas adaptées à l'accessibilité handicapée, les pavés drainants, les dalles enherbées, etc. Est-ce qu'on peut passer ? Là, on est plus dans le domaine du technique et effectivement, les solutions, c'est de se mettre ensemble autour de la table pour essayer de trouver techniquement des solutions à ces problèmes-là. Et ce n'est pas souvent le cas de co-construire
les solutions ensemble. Pavé enherbé, c'est pas bon pour les talons aiguilles, ça aussi je l'ai entendu. Effectivement, c'est un vrai problème. La végétalisation des bâtiments, des toits, risque d'endommager l'étanchéité. Oui, peut-être dans certains cas. Et puis on voit que dans d'autres cas, en Scandinavie, vous avez des toitures végétalisées qui existent depuis 60 ans et qui n'ont posé aucun problème d'étanchéité. Donc des problèmes d'ordre culturel et des problèmes techniques. Et j'assistais lundi à un atelier du CEREMA, justement, sur les nuisances apportées par la nature en ville. Et une des premières conclusions, c'était de montrer qu'il y avait beaucoup plus de co-bénéfices dont on pouvait bénéficier par la nature que de nuisances qui, pour la plupart, pouvaient être réglées. En tant qu'écologue, ce qu'on essaie d'apporter sur ces nouveaux aménagements, alors il y a encore une incertitude scientifique quand il s'agit de zones humides, de phytoépuration, de noues, de mares, etc. On a quand même des lacunes en termes d'écologie urbaine, mais on essaie d'apporter notre expertise pour faire en sorte que ces aménagements soient pas seulement verts, mais aussi fonctionnels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là j'ai mis à l'image quelques contre-exemples de ce qui se fait encore dans les projets. En haut à droite, dans les projets d'écoquartier par exemple, on continue à mettre dans les espaces verts des alignements monospécifiques, donc la même espèce. Là ici c'est du bouleau, en plus c'est allergène, donc il y a une raison pour essayer de l'éviter. Mais l'idée de biodiversité, de diversité, c'est aussi de varier les formes, les strates, les hauteurs, les espèces, en cohérence avec le contexte local. Et ça a un réel intérêt à la fois pour la biodiversité, et ça peut l'être aussi pour la question de l'eau. Quand on parle de nous, effectivement, on n'est jamais dans des infrastructures totalement naturelles ou totalement artificielles, mais parfois ça ne fonctionne pas, et c'est ce que vous avez ici. Les sols ayant été trop tassés auparavant, eh bien la noue n'exerce pas finalement son rôle de filtration de l'eau. Donc il y a toute cette notion de fonctionnalité à prendre en compte. Alors pourquoi j'ai mis les ruches? Parce que c'est quelque chose qui nous questionne aussi en tant qu'écologue, pour montrer qu'il n'y a pas finalement de solution simple quand il s'agit de remettre de la nature en ville. Depuis des années, on réinstalle des ruches dans les villes. En Île-de-France, à Paris, il y a à peu près 700 ruchers à Paris intramuros. Et les scientifiques commencent à observer des compétitions finalement entre l'abeille domestique, 50 000 abeilles domestiques dans une ruche, avec les pollinisateurs sauvages, les abeilles sauvages, les autres pollinisateurs, qui sont tout aussi importants pour la pollinisation. Et donc là aussi, ça amène à réfléchir sur la complexité du vivant et les choix à faire qui seraient plutôt de restaurer les habitats pour pollinisateurs sauvages, les prairies, les jardins écologiques, que forcément installer des ruches. Un autre point intéressant, ça a été dit, que ces solutions sont multi-échelles et qu'elles doivent être mises en œuvre à différentes échelles, quand on parle de nature en ville, d'eau et de biodiversité. Donc évidemment, aujourd'hui, le thème est dédié à l'urbanisme, donc les documents d'urbanisme, et on s'y attache, et vous aussi, pour intégrer cette notion de trame verte et bleue au sein des SCOT, au sein des PLU. Les communes font énormément d'efforts à ce niveau-là, mais aussi l'échelle du quartier qui en dépend directement derrière, par exemple par rapport à la gestion alternative des eaux pluviales. Énormément de choses à faire par rapport à l'architecture et au bâti, où aujourd'hui on est quand même dans la doctrine de l'efficacité énergétique et pas forcément d'approche intégrée combinant l'eau et la biodiversité, et puis celle du territoire, évidemment. Là, je parle de matériaux, mais ça peut être aussi la question des bassins versants. De plus en plus de collectivités, d'ailleurs, sont engagées sur la question de la conception écologique et de la gestion écologique des espaces verts, et tout montre que c'est à la fois bénéfique pour la biodiversité et pour l'eau. Effectivement, le fait d'avoir arrêté et supprimé les produits phytosanitaires, moins de pollution de l'eau, et derrière, plus de présence des espèces, puisque c'est directement lié. Alors, cet après-midi ou ce matin, je pense qu'Olivier Damas de Plantes et Cités vous en parlera mieux que moi. C'était pour vous indiquer qu'effectivement, on peut facilement passer à une gestion écologique des espaces verts pour des co-bénéfices multiples. Et ici, un guide qu'on vient de publier sur des principes de gestion écologique des espaces verts. La question de l'eau et de la biodiversité, je vous disais, est reliée. Et on nous pose souvent la question, oui, mais si on met plus de nature en ville, il va falloir plus arroser. Ça peut être effectivement le cas dans certains types d'aménagements, mais je voulais mettre ce schéma pour montrer que l'intérêt de la végétation, ce n'est pas uniquement l'évapotranspiration qui intervient quand on arrose, c'est aussi l'ombrage. Et donc le fait de renaturer les villes, on a aussi un effet qui est permanent durant l'été, sans forcément avoir un besoin d'arrosage, sur l'ombrage.
Et ça, c'est valable pour les espaces verts, pour les arbres dans les rues, et c'est un aspect intéressant. Donc, pas besoin de s'affoler, parce que parfois, je vois des publications avec il faudrait vider la Seine, en gros, ou ici la Loire, pour pouvoir arroser les villes. Ce n'est pas forcément le cas, et dans certains cas, il faudra arroser, et dans d'autres, simplement profiter de l'ombrage de la végétation. D'autres projets intéressants que je passe en revue, utiliser les espaces verts, à la fois pour des fonctions récréatives, pour la biodiversité, mais aussi pour la gestion de l'eau. Et ici, on est en Seine-Saint-Denis, Rosny-sous-Bois, il me semble, et d'autres villes où la municipalité, enfin ici le département, a une politique très proactive en matière de création et de gestion d'espaces verts à vocation hydrologique. Et ceux-là, alors malheureusement, je ne les ai pas pris sous la pluie, les photos, mais ces espaces verts sont totalement inondés en temps de forte pluie, et on peut continuer à se balader, à y accéder, et l'eau s'infiltre, et après vous connaissez évidemment l'histoire de cette gestion alternative des eaux pluviales. À l'échelle des quartiers également, donc de plus en plus de quartiers, d'éco-quartiers, la démarche éco-quartier du ministère va dans ce sens, d'aller vers des quartiers éponges, où on ne gère plus les eaux pluviales de la même manière qu'avant, et on se sert de ces réseaux de noues, de systèmes drainants, enherbés. Ici, on est à Nantes, à l'éco-quartier de la Bottière-Chénée, et on s'y est baladé un jour de très forte pluie, et il n'y avait absolument aucune flaque d'eau dans le quartier, ce qui montre l'efficacité de ces systèmes-là, qui ne sont pas totalement naturels, mais encore une fois, on est dans des systèmes hybrides entre la technologie et l'utilisation de la nature. Ce qui peut vous intéresser, c'est l'aspect économique. On est en train de mener une étude à Nature Paris pour essayer de comparer justement, en termes de coût global, les infrastructures grises classiques qu'on utilise, alors ici dans ce cas-là pour la gestion des eaux pluviales, et les infrastructures vertes correspondantes. Ici, on a comparé une portion de voirie classique avec un lotissement dans lequel il y aura 100% d'infiltration d'eau à la parcelle. C'est un seul exemple, on est en train de poursuivre l'étude pour avoir plus de données, mais sur ce cas-là, on montre qu'effectivement, vous voyez la différence de coût, on est à peu près entre 10 et 12 euros sur une gestion à la parcelle pour un mètre cube d'eau gérée, contre 23 à 43 pour une gestion classique. Et ça confirme notre intuition qui est de dire, utiliser la nature en ville, c'est peut-être un investissement de départ, mais c'est moins cher sur le long terme. Et on peut faire ça pour différents types de besoins de gestion. D'autres actions qui sont faites aujourd'hui, qu'on voit un peu plus, une simple mare pour la biodiversité, quand on sait que les batraciens vont pas très bien aujourd'hui en milieu urbain, peut apporter beaucoup, mais évidemment aussi pour la récupération de l'eau et son infiltration, ou sa gestion en tout cas, et derrière les économies d'infrastructures. Donc on encourage à faire ce type d'action. Alors évidemment, là aussi d'un point de vue culturel, les mares, ça fait un peu peur, il faut mettre des barrières, on pourrait risquer de se noyer dans sa eau. Donc effectivement, là encore, un bel avenir pour ces types d'aménagements. Jusqu'à peut-être la question de la phytoépuration en ville. Aujourd'hui, on fait de la phytoépuration, mais plutôt en milieu rural ou en campagne. Chez nos voisins allemands, aux Pays-Bas et en Suisse, ici on est à Berne, où cet écoquartier de 150 logements, 300 habitants, traite l'ensemble de ces eaux grises, donc lavabo, tout sauf toilettes, est traité dans ces bassins de phytoépuration qui sont, nous on a l'habitude de dire 5 en 1, à la fois intéressants pour la gestion de l'eau évidemment, pour la biodiversité, pour l'intégration paysagère de l'écoquartier et puis pour l'aspect récréatif. Ça a été dit tout à l'heure, mais effectivement, de plus en plus d'opérations de restauration de rivières urbaines, voire de réouverture, à fonction écologique pour la nature, pour la biodiversité, mais aussi de gestion des eaux et des inondations. Dans les deux cas, ici, ça a été fait en lien avec la gestion des inondations. À gauche, la Bièvre, dans le 91, dans l'Essonne, et à droite, la réouverture du Petit Rhône à Sarcelles, en Île-de-France toujours. Ce qui est intéressant, c'est que là, dans le deuxième cas, ils ont même déplacé une route, réouvert la route, débétonné, pour pouvoir laisser place à cette nouvelle rivière, et ça fonctionne très bien aujourd'hui. Ils sont en train d'étudier la prévalence des moustiques, justement, pour essayer de montrer que, comme il y a des batraciens qui reviennent, il n'y a pas forcément plus de moustiques que si on avait une cuve enterrée en béton.
Peut-être un des challenges les plus importants pour nous en tant qu'écologues et par rapport à la gestion de l'eau, c'est de se préoccuper des sols. Moi, mes profs d'écologie disaient les sols, c'est la vie. On ne s'y intéresse pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de panda dedans, mais pourtant, c'est là que tous les processus issus de la biodiversité se passent. Et de plus en plus de choses se font, que ça soit de limiter l'imperméabilisation à chaque fois qu'il y a un projet d'aménagement ou d'urbanisme. À 80 € le mètre carré d'enrobé, c'est aussi des économies derrière. En haut à droite, on est à Lille, dans un quartier qui a limité au maximum l'imperméabilisation des sols. En bas, à gauche, on est à Colombes, et là, on a un bâtiment qui est sur pilotis, construit sur pilotis. Alors, c'est pas en zone inondable, mais du coup, ils n'ont pas du tout touché la structure des sols, et qui reste filtrant, et qui permet encore le déplacement des espèces. En haut à gauche, ce sera un clin d'œil à Suzanne Broly qui vous en parlera cet après-midi de la démarche de Strasbourg, qui font des choses formidables, et notamment le fait de désimperméabiliser certains espaces urbains qui étaient recouverts, alors en lien ou non avec les habitants, mais c'est peut-être une des dernières solutions aujourd'hui pour retrouver des espaces de nature en ville, c'est désimperméabiliser les espaces obsolètes. Il reste 2 minutes. 2 minutes, voilà, et j'en termine avec le bâtiment, parce que c'est effectivement aussi concerné aujourd'hui. Quand je parlais du dogme de l'efficacité énergétique, on est encore dans des approches centrées sur l'énergie au niveau du bâtiment. Et vous, personnes travaillant dans l'eau, et nous, écologues sur la nature, on essaie d'aller vers des approches plus intégrées au niveau à l'échelle du bâtiment. Alors la végétalisation des toits, qui peut effectivement être utile par rapport à la biodiversité et l'eau. Seulement, il faut arriver aujourd'hui dans le cahier des charges à passer vers des toitures qui ressemblent plus à des prairies sur le toit, avec des espèces locales adaptées, avec un substrat qui n'est pas trop fin, qui monte à 8 cm, 10 cm, voire plus, quand on a la possibilité avec la portance. Parce qu'aujourd'hui, 95% du marché, c'est ce qu'on voit en haut à gauche, c'est finalement de la moquette verte. Et les recherches en écologie ont montré que ça n'avait pas un intérêt grandiose pour la biodiversité, tout comme pour la rétention de l'eau et pour le stockage du carbone. Et je vous conseille d'aller voir notamment les travaux de l'IES Paris, qui fait des études en montrant qu'avec certaines combinaisons d'espèces locales et une certaine qualité du substrat, on peut arriver à avoir les deux, biodiversité et eau. Et enfin, pareil sur les murs, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la végétalisation des murs, mais là aussi, on a le choix. On a le choix entre des murs coûteux, qui sont gourmands en eau, qu'il faut arroser régulièrement et entretenir, comme celui qui est en haut à droite, que vous avez certainement déjà vu. Et là, j'ai pris la photo un jour où l'eau s'était arrêtée. Effectivement, ça pose quelques problèmes. Le choix entre ça ou entre la solution low cost et low tech, que sont les plantes grimpantes, et qui font exactement le même travail en termes de bénéfices, en termes d'ombrage, en termes de régulation de la température aux abords des bâtiments, en termes d'accueil des pollinisateurs, et qui coûtent beaucoup moins cher. Donc là encore, des choix avec une expertise écologique à la clé et co-construits ensemble. Voilà, je vous remercie, et si vous voulez en savoir plus, on a résumé tout ça dans 2 petits films d'animation qui durent 5 minutes et qui sont 5 minutes pour comprendre les clés de l'écologie urbaine. Merci. Merci.